Alors j'aimerais qu'on aborde effectivement un nouveau thème aujourd'hui qui va être celui de la famille et de l'analyse donc multidimensionnelle par rapport à celle-ci. Alors comme à l'accoutumée, on va commencer avec des définitions. Alors là c'est la définition de Larousse de la famille un peu classique, donc c'est ensemble formé par les parents ou l'un des deux et les enfants, avec une phrase ils souhaitent fonder une famille ou ils fondent une famille. Donc voilà, ça va être un groupe d'individus, principalement les parents et la descendance. Il y a aussi un synonyme très proche de famille, c'est le mot foyer, où là c'est lieu où habite la famille, demeure la famille elle-même, ou ce qu'on va appeler le milieu familial. Donc là c'est quelque chose de plus, de plus global, et tout ce qui est lié au foyer, aux choses aussi domestiques, c'est aussi une notion qui est rapportée dans plusieurs thématiques, la statistique, l'économie, etc. En termes de citations, donc j'ai choisi deux citations, une plutôt ludique, assez drôle, et une autre plutôt liturgique. Alors pour la citation qui prend à rire un peu la famille, c'est une citation de George Burns, donc, qui était un acteur américain. Il disait « Le bonheur, c'est d'avoir une grande famille, soudée, attentionnée et protectrice, mais dans une autre ville. » Donc voilà, qui montre un peu que la famille c'est bien, mais il y a comme une dimension d'éloignement le plus loin possible, et je me porte. Et puis sur la citation un peu plus liturgique, c'est une citation qu'on va retrouver cette fois-ci dans les évangiles. C'est vrai qu'on les cite pas trop souvent, mais qui était assez intéressante, parce que c'est une des parties des évangiles de Luc qui fait pas controverse, mais enfin qui a apporté beaucoup de commentaires. Donc une parole du Christ, il dit « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Donc là, il y a vraiment, en fin de compte, une sorte de rejet total, et c'est un des rares moments, si ce n'est l'unique moment dans la Bible, où là, ce qui nous a rapporté du Christ va s'inscrire en décalage total avec l'amour, qui est quand même le vecteur principal, le denominateur commun de tout l'évangile et de tout le christianisme de manière générale. Donc là, on a vraiment un côté où il faudrait haïr tout ce qui est proche, le foyer domestique, pour pouvoir le suivre, peut-être qu'on pourra en parler pour voir qu'est-ce qu'il a voulu dire par rapport à ça, ou en tout cas notre interprétation, notre exégèse de celui-ci. Dans la genèse du réel de Bernard de Montréal, alors chose intéressante, le mot famille n'apparaît pas du tout dans l'immense livre de Bernard de Montréal. Ça va apparaître plus précisément une seule fois, mais avec un S, mais pour parler d'une famille de mots, dans la partie glossaire où il explique un peu, voilà, on va dire la sémantique. Mais le mot famille n'apparaît pas du tout dans son je ne sais pas si jamais c'est quelque chose à en tirer, mais je trouvais ça assez intéressant pour le présenter. Mais il dit, quand il parle de foyer, donc le foyer apparaît deux fois dans la Genèse du réel, il dit par rapport au foyer, donc je cite, « La conscience supramentale créera un nouveau foyer de force créative à l'insu des forces mécaniques de la civilisation. Ce foyer grandira avec le temps jusqu'à ce que son pouvoir soit établi sur le globe de façon permanente au cours de l'évolution des 6e et 7e races racines à travers les activités civilisatrices de la régence planétaire. » Donc là, on retrouve un peu, on va dire, le glossaire, c'est le cas de le dire, les verbatims de Bernard, où il parle du foyer, de la 6e, 7e race. C'est des choses, alors pas forcément avec ces termes très précis qu'on a aussi abordés, mais le fait que voilà, les personnes qui vont rentrer dans cette phase d'évolution vont se rassembler et former un groupe, un foyer, si on peut le qualifier ainsi. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé dans les dernières vidéos donc, des parents, du lien entre l'enfant et ses mêmes parents, de l'impact que l'environnement global va avoir sur celui-ci, mais la famille en tant que telle, on ne l'a pas beaucoup abordé. On a abordé les autres, avec l'enfer, c'est les autres, etc. Mais l'importance de la famille, le frère, les sœurs, les cousins, les cousines, et tout ce qui peut englober l'individu, c'est vrai que ça peut être intéressant aujourd'hui de poser la question. Alors voilà, la première question que j'aimerais justement vous poser, c'est quelle est votre vision, votre approche de la famille d'un point de vue multidimensionnel? OK. Du point de vue systémique, la famille est très importante, dans le sens que un enfant qui naît, il a besoin de ses parents pour survivre. Alors, dès lors, il y a une famille, dans le sens qu'il y a une sécurité. Les deux parents, si vous voulez, sont joints pour procréer. Le seul fait qu'ils tombent en amour, si vous voulez, ils veulent vivre ensemble, automatiquement, ça amène
un enfant la plupart du temps. Si ce n'est pas un enfant physique, ça va être un enfant virtuel ou un enfant particulier, soit une business ou quelque chose de créatif, par exemple, entre les deux individus. Mais la plupart du temps, c'est un enfant physique, là. Et comme je disais, aussitôt que l'enfant naît, il y a une famille, dans le sens que si vous voulez, il devient la créativité des parents. Autrement dit, il se moule avec les parents. Comme vous parliez tout à l'heure, dans le sens de la famille, le foyer, les individus qui s'éveillent vont former une famille. Voyez-vous? Une sorte de famille, un foyer. Dans le sens qu'ils vont être en mesure de collaborer ensemble créativement, etc. C'est un peu la même chose. Le but de la famille, c'est un peu la même chose, c'est la création, c'est le côté créatif. Mais le problème avec la famille actuelle, si vous voulez, c'est que la famille évolutive, c'est que les parents ne sont pas ajustés à la réalité systémique. Alors, automatiquement, l'enfant hérite de la dynamique familiale, d'une dynamique familiale qui n'est pas ajustée, justement. Alors, c'est à lui, c'est son fardeau de se libérer, justement, de l'influence de la famille. Voyez-vous? Mais ce n'est pas de la famille comme telle, mais des désajustements avec la réalité systémique que cette famille-là ou ses parents lui amènent. OK? Alors, aussitôt qu'il est en mesure de réaliser ça éventuellement, à ce moment-là, ben, il va tranquillement prendre conscience de la mécanique, etc., pour justement se sortir de cette prison mentale et familiale, si vous voulez. Voyez-vous? Mais la famille comme telle, c'est pas négatif, mais le problème, c'est que c'est une famille qui n'est pas ajustée à la réalité systémique. Voyez-vous? Donc, les parents, par exemple, qui seraient ajustés à la réalité systémique, à ce moment-là, l'enfant formerait une famille avec ses parents et serait bien là-dedans, il y aurait de l'harmonie créative, etc. Alors, et il pourrait reproduire la même chose. C'est d'ailleurs ce qui va créer ce que Bernard appelait la 6e race, la 7e race. Voyez-vous? Ça va de génération en génération. Voyez-vous? Alors, la famille, vue de ce point de vue-là, c'est très important. Parce que c'est à partir de la famille que se crée ou que se perpétue cette nouvelle conscience de la réalité. Voyez-vous? Sans la famille, vous ne pouvez pas avoir de... ça ne peut pas se perpétuer dans le temps. Voyez-vous? La conscience nouvelle doit se réincarner chez l'enfant. Voyez-vous? Sous l'influence des parents. Alors, ça prend des parents qui sont ajustés à la réalité systémique pour influencer l'enfant. Et à ce moment-là, ça va se perpétuer de génération en génération. Alors, principalement, la famille, ça sert à ça, finalement. Voyez-vous? Ouais, on sent qu'il y a quand même effectivement un besoin, c'est comme dans l'exemple que vous mentionnez quand vous avez fait votre prise de parole, c'est qu'il y a un besoin de faire famille pour continuer, pour que la conscience se réincarne quelque part. Oui, ben, ça fait partie du système, ça fait partie des automatismes et des programmes du système, ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Chez les animaux, ça fonctionne de cette façon-là. Autrement dit, la vie se perpétue de cette façon-là. Qu'est-ce qu'on appelle la vie? Hein? C'est ce qui est vivant. Les arbres, la nature,
les animaux, l'homme, etc. Et comment ça se perpétue? Ça se perpétue dans la famille, dans un sens, dans la procréation. Voyez-vous? L'arbre, il se dénude à l'automne et ça tombe dans la terre, ça repousse. D'autres arbres peuvent pousser. C'est la même chose pour les animaux. Ils procréent ensemble, ils s'accouplent, ils procréent. Et ça continue. La race continue. Voyez-vous? Le seul problème, c'est que, de l'homme surtout, c'est que la race involutive continue. Voyez-vous? Dans le sens que tant que les parents ne sont pas ajustés à la réalité systémique, ben ça va toujours être ce que Bernard appelait la cinquième race qui se perpétue. Voyez-vous? Alors, ça doit commencer quelque part. Alors, à ce moment-là, lorsqu'il y a un individu comme Bernard, comme moi, comme d'autres, qui vont parler, qui vont diffuser cette réalité-là, à ce moment-là, ça va faire naître chez des gens cette réalité-là, et à ce moment-là, ils vont commencer à évoluer ou à s'ajuster à la réalité systémique. Voyez-vous? Alors, c'est pas obligé d'être une famille homme-femme, absolument au début. Voyez-vous? Malgré qu'il y a toujours l'influence des parents. Si les parents sont plus évolués, l'enfant va être plus évolué, il y a plus de chances de se sortir ou de se libérer de la condition évolutive que d'autres enfants par rapport à leurs parents. Voyez-vous? Alors... C'est là où on voit effectivement que les parents vont avoir une responsabilité assez énorme quant au potentiel d'évolution de l'enfant, quoi. Les enfants les parents vont transmettre à l'enfant ses capacités d'évolution ou pas. Du coup, ça vont pouvoir ajuster l'enfant. S'ils sont suffisamment évolués, s'ils sont suffisamment libres de la condition évolutive, autrement dit de la programmation, à ce moment-là, ça va influencer l'enfant. L'enfant va réagir de façon différente parce qu'il va avoir beaucoup plus de communication à un niveau supérieur. Voyez-vous? Donc l'enfant va baigner dans cette conscience-là, dans la conscience des parents, comme il baigne actuellement dans la conscience des parents, qui est inférieure. Voyez-vous? Donc, ça perpétue des individus qui sont pas conscients de la réalité systémique. Voyez-vous? Alors, c'est une question d'influence. Que ce soit les parents ou que ce soit une personne qui est plus ajustée à cette réalité-là, va avoir une influence. Voyez-vous? C'est évident quand c'est pris, quand l'enfant très jeune est dans un environnement comme ça, il y a plus de chances de s'en sortir, si vous voulez. Voyez-vous? Parce qu'il se programme d'une autre façon, d'une façon beaucoup plus saine. Voyez-vous? Et éventuellement, il prend conscience. Alors, l'influence des parents ou des personnes, ça a beaucoup d'importance. Voyez-vous? Et ça prend un contact direct, je l'ai toujours dit. Sans contact direct, il ne se passe pas grand-chose. Ça allume, oui. Il y a des affinités, mais ce n'est pas suffisant. Voyez-vous? Ça prend un contact direct pour qu'il y ait se crée une dynamique qui va faire en sorte que les personnes vont pouvoir réaliser des choses et s'ajuster. Voyez-vous? Le problème, c'est qu'il y a tellement de désinformation, l'individu est tellement désinformé, justement sous l'influence de la famille, que c'est difficile pour lui de s'en sortir seul. Voyez-vous? Alors, pour s'en sortir, la première chose qu'il doit faire, ça revient à ce que vous disiez au début, c'est justement de se délier émotivement de la famille. Hein? Dans le sens de réaliser que il est assujetti à sa part du rejet des autres. Surtout de la famille au départ, mais des autres en général. Voyez-vous? Donc,
il est dans la crainte, dans la peur du jugement des autres, par peur du rejet des autres, etc., etc. Tant qu'il est lié à cette peur-là, tant qu'il y croit, à ce moment-là, ben, il est assujetti aux autres, donc il ne peut pas développer sa propre identité. Il ne peut pas devenir autonome. Impossible parce qu'il nourrit autre chose. Il nourrit son addiction émotive aux autres. Voyez-vous? C'est là, effectivement, dans la citation au tout début de cette interview des évangiles de Luc, donc citation à propos du Christ. C'est ça, effectivement, peut-être le message qu'il y avait derrière, c'est plutôt justement prendre conscience. Alors, derrière, c'était un peu fort, il faut peut-être voir la posture qu'il y a derrière, et prendre en compte ces liens qui nous a servi, sans faire quelque part à un ancien programme, à une ancienne vision. Oui. Oui, parce que dans un environnement ou une famille qui n'est pas consciente, autrement dit involutive, il va y avoir une influence émotionnelle. Voyez-vous? Il va y avoir des liens émotionnels entre les parents et les enfants. Voyez-vous? Les liens émotionnels, c'est toujours basé sur la peur. La peur de perdre, la peur du rejet, la peur de l'abandon, etc. C'est évident que les parents tiennent à l'enfant, ils ne veulent pas que l'enfant se fasse du mal ou meure ou quoi que ce soit. Donc, s'ils vivent ça de façon émotionnelle, et l'enfant de même, ben, à ce moment-là, il y a des liens très émotionnels qui se créent. Il y a déjà des liens vibratoires, naturels, normaux, mais avec l'influence évolutive ou psychologique, il se crée des liens émotionnels très puissants. Dans la famille, par exemple, chez les enfants, surtout aujourd'hui, les parents donnent beaucoup trop d'espace aux enfants par peur du rejet des enfants. Voyez-vous? Donc, ils laissent trop d'espace aux enfants. Les enfants, naturellement, très jeunes, commencent à manifester leur propre volonté. Voyez-vous? Ils veulent manifester leur volonté tout le temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, là, mais les premiers mots que l'enfant dit, c'est non. C'est pas papa, maman, c'est non. Dans le sens que ça fait partie de son identité, il est en train de développer son identité, mais le sens qu'il a de lui-même. Voyez-vous? Alors, les parents laissent trop d'espace à la volonté des enfants, sans avoir conscience que des limites du cadre qu'ils doivent mettre pour pas que l'enfant déborde. Parce que s'il n'y a pas de cadre, si un enfant n'a pas de cadre, à ce moment-là, il va manifester sa volonté, mais à partir de son discernement d'enfant. Voyez-vous? C'est aux parents à faire attention à ça, puis de mettre un cadre, donner des conséquences à l'enfant pour que, justement, il reste dans un certain cadre. Ça prend un tuteur, autrement dit, pour que l'arbre puisse grandir de façon plus ajustée ou plus droite. S'il n'y a pas ce cadre-là, ben à ce moment-là, ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Des enfants empereurs, là, puis on ne parle plus des enfants rois, là, ça c'est une autre génération. Mais des enfants empereurs. S'ils ne peuvent pas manifester leur volonté, si on contredit leur volonté, c'est la crise de nerfs. Voyez-vous? Alors, ça devient difficile pour les parents, mais c'est les parents qui ont tricoté ça, finalement. Inconsciemment, je suis d'accord. Mais le problème, c'est le lien émotionnel des parents avec l'enfant. Bon. Et l'enfant, un enfant qui a trop d'espace est très insécure. Il n'y a pas de balise, il n'y a pas de... Voyez-vous? Il n'y a pas de cadre, effectivement. Il n'y a pas de cadre. Ouais, c'est contradictoire ou c'est paradoxal, mais lui, il veut avoir de plus en plus d'espace, mais il se sent insécure là-dedans, en même temps. Voyez-vous? S'il n'y a pas de cadre, justement.
Il veut savoir si jamais il y a un pilote dans l'avion, en gros. Ouais, il veut savoir s'il y a un pilote dans l'avion, exactement. Ouais. Parce que lui, il n'est pas en mesure de piloter l'avion. Mais il croit qu'il est capable de piloter l'avion, même s'il est haut comme 3 pommes. Voyez-vous? Ça fait partie de la tendance normale, naturelle, pour l'enfant de manifester sa volonté. Voyez-vous? C'est ça qui développe une sorte d'individualité chez lui, un sens de lui-même. Voyez-vous? Mais quand c'est trop, c'est trop. Là, ça devient des petits monstres, là, vampiriques. Hein? J'en ai vu de toutes les couleurs, là, dans le genre. Mais c'est toujours les parents le problème, pas l'enfant. L'enfant, il suit son cours naturel, là, il fait ce qu'il a besoin de faire, de manifester la volonté. Mais les parents ne sont pas suffisamment intelligents de ce qui se passe. Et ils ont des liens émotionnels avec les enfants, ils ont peur du rejet des enfants, donc ils leur donnent tout l'espace. Souvent, à cause justement, il y a eu trop d'autorité, le parent était trop strict, par exemple. Alors, il donne plus d'espace. C'est le pendulum. Il passe d'un extrême à l'autre. Et justement, vous l'avez mentionné, je pense qu'aujourd'hui, si jamais on est arrivé donc, de enfant roi à carrément enfant empereur, c'est effectivement peut-être le fait que les parents de ces mêmes enfants, ils ont peut-être subi trop de frustration, trop de limitations. Et ça permet de revenir sur une notion, allez, on l'a peut-être déjà abordée, mais peut-être aller plus dans le détail, cette différence entre cette partie sanction et cette partie un peu conséquence. Vous disiez, il faut que l'enfant comprenne quand il fait un acte désobligeant ou quelque chose qui ne va pas dans le bon sens, entre guillemets, il y a une connaissance. Quelle est la différence justement entre le côté disciplinaire d'une sanction ou cette partie un peu faire comprendre à l'enfant qu'il y a une conséquence à ses actes? C'est quoi un peu le niveau de subtilité entre les deux? Ouais. Les parents, par exemple, qui sont trop autoritaires, vont imposer leur autorité, leur volonté sur l'enfant, OK? D'une façon drastique. Ils ne communiqueront pas avec l'enfant pour lui expliquer, etc., pour essayer de lui faire comprendre la situation, etc. Ils vont tout simplement imposer leur autorité. Ça va être soit physique ou psychologique, là, mais ils vont imposer leur autorité. Alors, ça donne pas des enfants forts dans un sens. Okay? L'enfant, soit qu'il se plie complètement à l'autorité des parents, donc il est dans la peur du rejet, c'est évident. Donc, il peut réagir à vouloir faire plaisir tout le temps aux parents. Voyez-vous? Ou, c'est le contraire, il se rebelle complètement. Voyez-vous? Alors, il va faire ce que les parents veulent, mais aussitôt qu'il y a une chance, il fait ce qu'il veut. Puis, il va avoir une tendance à la rébellion. Voyez-vous? Alors, les parents, si les parents ne sont pas en mesure de savoir ce qui se passe chez l'enfant, ils agissent comme ça. Si les parents sont plus évolués, ils vont communiquer avec l'enfant. Ils vont savoir que l'enfant a pris des mauvaises habitudes ou a tendance à prendre des mauvaises habitudes, donc ils vont essayer de corriger cette mauvaise habitude-là ou ce mécanisme-là chez lui. Parce que les enfants, ils prennent des mauvais plis très facilement. Pourquoi? Parce qu'ils se programment très rapidement. Voyez-vous? Donc, les parents doivent regarder ça au niveau de programme et au niveau mécanique aussi. Surtout même. Voyez-vous? Et expliquer à l'enfant que, bon, il a pris des mauvaises habitudes, etc. Puis là, ben, on essaie d'avoir sa collaboration pour corriger les mauvaises habitudes. Mais premièrement, il faut lui faire saisir que ce qu'il fait, c'est pas, comment je dirais, c'est pas ajusté. Voyez-vous? Puis il va en souffrir, il va avoir des conséquences à ça. Voyez-vous? Alors les parents vont expliquer à l'enfant qu'il y a des conséquences pour corriger la programmation ou
les automatismes qu'il a à réagir d'une certaine façon ou à agir d'une certaine façon. Voyez-vous? Et l'enfant, éventuellement, il va s'habituer à ça, il va prendre conscience, justement, des automatismes et de la mécanique de cette façon-là. Éventuellement. Même s'il en prend plus ou moins conscience, il subit les conséquences, donc ça agit sur lui. Au niveau de sa conscience, au niveau de ses mauvaises habitudes, si vous voulez. Oui, parce que la plupart des parents, surtout si jamais l'enfant sera plutôt jeune, bah, ils vont se dire, oh là là, il n'est pas en mesure de comprendre, donc je préfère directement avoir une mesure disciplinaire avec lui, c'est plus rapide, c'est plus simple. Mais ils comprennent assez vite. Oui, c'est pour ça, parce qu'il y a pas mal de points qui vont non, mais il ne comprend pas, ou il ne comprendra pas, mais en fait, si, je pense qu'il y a, l'enfant peut comprendre. Oui. Même s'il est très jeune, même s'il ne parle pas, il va saisir. Vous lui donnez une conséquence. T'sais? Si l'enfant, par exemple, vous lui donnez à manger, puis il jette son manger, par exemple, ou il prend son manger, puis il jette, des choses comme ça. Il ne parle même pas encore. À ce moment, vous lui donnez une conséquence directe, vous lui enlevez l'assiette, point final. Il va pleurer, vous lui redonner l'assiette, jusqu'à temps qu'il ne fasse plus ce geste-là de jouer avec sa bouffe. Voyez-vous? Il va catcher. Même un animal est capable de réaliser ça. Voyez-vous? De se corriger. Alors, l'enfant, c'est la même chose. Très jeune, c'est comme un petit animal. Il faut le traiter comme ça. Purement au niveau mécanique. Là. Mais si vous ne connaissez pas la mécanique, ben, c'est difficile d'appliquer ça. Là. Vous êtes démuni devant un enfant avec lequel vous ne pouvez pas communiquer verbalement. Il ne comprend pas. Même si vous lui expliquez là, à 1 an, là, il ne comprend absolument rien. Il va saisir d'une autre façon, par le geste, ou il a enlevé sa bouffe, ou whatever, sa suce, whatever. OK, qu'il y a de conséquences. Alors, autant les parents peuvent donner des mauvaises habitudes, par exemple. Surtout que l'enfant pleure, la suce. Ou, moi, j'ai déjà vu mettre du miel sur la suce, par exemple. Elle va, là. Elle a des mauvaises habitudes, ça. L'enfant, il veut toujours la main. Il ne prend pas de temps. Il s'habitue très rapidement. Parce que l'enfant, en fait, il va associer le fait de pleurer à quelque chose de calorifique. Le miel, même pas. Et ça se fait tout seul. Ça, il se programme comme ça. Ça se programme de cette façon-là. Il goûte. Il pleure, puis il y a une récompense. J'écoutais une vidéo justement avec un chien, par exemple. Bon, ben, la personne, sinon, elle entraînait les chiens. Elle a fait appel à un autre entraîneur qui connaît plus qu'elle, qui connaissait plus. Et puis, c'est un malinois, en tout cas, c'est des chiens assez spéciaux, très intelligents. Et puis, aussitôt qu'elle touchait son collet, il avait tendance à vouloir la mordre. Comme ça. Alors, et quand il faisait ça, elle le flattait par la suite. Donc, elle le récompensait, là. Voyez-vous, là? Puis là, l'autre entraîneur a vu le comportement, il a dit tout de suite, là. Il l'a vu tout de suite. Vous le récompensez quand, en fait, vous ne devriez pas le récompenser. Bah oui, parce que là, en fond, ça va alimenter encore plus l'agressivité de l'animal. C'est ça. Fait que l'animal, ça crée un programme, puis that's it. Il alimente ça. Il y a une récompense. Il se fait flatter aussitôt qu'il fait c'est comme ça. C'est vrai que là... Pourquoi? Parce que justement, cette femme-là avait un lien émotionnel avec ce chien-là. Elle entraînait les chiens, mais celui-là là, avait un lien émotionnel avec. L'autre entraîneur l'a vu tout de suite. Voyez-vous? C'est comme ça que ça fonctionne. L'enfant très jeune, il fonctionne instinctivement comme ça.
Quand on dit instinctivement, c'est les programmes qui fonctionnent. L'enfant doit se programmer suffisamment pour commencer à parler, à bouger, etc., etc. C'est l'accumulation des programmes qui fait ça. Ça ne se fait pas par l'opération du Saint-Esprit. Les gens ne savent pas ce qui se passe. Les enfants, ils se programment. Il apprend à marcher, il apprend à marcher à quatre pattes par lui-même. On ne lui montre pas ça. C'est lui qui le découvre. À un moment donné, il apprend à parler. Il dit un mot, puis un autre, puis un autre. Il se programme. C'est l'action qui programme. Oui. Et il se programme aussi en fonction, on l'avait évoqué dans d'autres vidéos aussi, de son environnement. Il va se mettre à parler par mimétisme. C'est ça, ouais, il va imiter, etc. Ouais. J'ai vu des petites vidéos justement où le père fait un certain geste, puis l'enfant il fait exactement le même geste en écoutant la télévision. Exactement la même chose. Il regarde son père, il fait la même chose. Il imite parfaitement. Ouais. Oui, c'est ça qui est assez impressionnant, c'est qu'à leur jeune âge, ils ont une capacité d'absorption et de... énorme. Ils font que ça, absorber. C'est la seule chose qu'ils peuvent faire, absorber. Puis après ça, ils commencent à émettre. C'est évident. Il faut qu'ils se créent les programmes. Un enfant qui naît, il n'est pas programmé comme tel, il est comme un légume. Là. Il se programme tranquillement, il ne voit même pas là, complètement. Alors, il se programme graduellement. Au contact de la mère, puis Donc vraiment, ouais, effectivement, ce lien un peu primordial, enfin pas un peu énorme aussi, primordial ouais. avec la famille. Au début de cette interview, quand j'ai présenté et j'ai mis en évidence les citations, il y a toujours une forme de... Et même avec l'acteur américain qui a fait cette petite blague en disant voilà, la famille c'est très bien, c'est très solide, c'est très soudé, mais très très loin. Et c'est vrai que même encore aujourd'hui, alors qu'on voit même dans toutes les cultures possibles, théâtre, cinéma, même dans les films, quand on pose la question à quelqu'un, oh là là, c'est les fêtes, je vais encore voir ma famille, etc. C'est vrai que majoritairement, il y a quand même une sorte de pesanteur, il y a quand même une sorte de, limite, pas de rejet, mais presque, d'inabouti mécanique par rapport à l'individu, par rapport à sa famille. Est-ce que ce ne serait pas la marque que l'individu, de manière consciente ou inconsciente, il sent qu'il y a quelque chose qui a peut-être cloché dans leur rapport? C'est évident, il sent la disharmonie. La sensibilité est trop grande à cause des liens émotionnels avec les frères, sœurs, mère, père, etc., cousins, cousines, whatever. Voyez-vous, il y a une familiarité. Et la familiarité, c'est justement les liens émotionnels. De haine ou d'amour, là. C'est des liens émotionnels pareils. Avec les frères, les sœurs, la mère, le père. Voyez-vous? C'est pour ça que les gens sont ultra sensibles. Lorsqu'ils se rassemblent, là, il se passe toujours quelque chose là, dans le genre, tout le temps. Il y a des prises de bec, à cause des liens émotionnels, justement. Toute l'histoire qui s'est passée, toute la charge émotionnelle, la programmation, autrement dit, toutes les expériences que l'individu a eues avec ses frères, ses soeurs, sa mère, son père, son environnement immédiat, familial. C'est pour ça. Là. Et l'inconscience totale dans tout ça. Voyez-vous? Des parents puis des enfants. Alors, ça ne peut pas faire autrement que faire des grincements de dents, là. Et des affrontements psychologiques ou même physiques, des fois. Tu sais, il y en a des familles, là, c'est grave. Pour tout ça, pour leur faire voir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Que les gens souffrent de ça. Ils souffrent pour éventuellement
pour se rendre compte que leurs relations ne sont pas ajustées ou leur conscience n'est pas ajustée à la réalité. Mais c'est pas évident, là. Ça. Oui, c'est sûr que si jamais on a baigné dans une famille très intense sur le plan émotionnel, ça va créer des crises et ça va nous impacter terriblement. Et quand ils vont se retrouver, il y a tout qui va ressurgir. Parce que c'est vrai que on connaît, forcément, alors soit avec soi-même ou soit avec d'autres familles, qu'à chaque repas de famille ou à chaque grand événement annuel, il y a toujours des disputes, il peut y avoir des cris, il peut y avoir des pleurs. Dans le pire des cas, enfin, j'espère que c'est pas une majorité des cas pour venir aux mains, comme vous l'avez dit, mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une sorte de rituel de se retrouver et de mettre carte sur table et même de régler ses comptes. On a l'impression qu'il y a des choses qui sont pas réglées. Les gens ont ça sous le cœur, on dit. À ce moment-là, ils sont trop susceptibles. Alors, ils ont des rancunes, etc. Alors, ils veulent mettre les cartes sur table, puis quand ils mettent les cartes sur table, ben là, ils s'obstinent. Parce que les deux ont raison, dans le fond. Là. Ils ont tous deux raison de vivre les émotions qu'ils vivent. Voilà. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que l'énergie de leurs émotions, qui devient leurs émotions, ça provient de la charge émotive, de la mémoire, puis des programmes. Autrement dit, l'accumulation. Voyez-vous? La charge émotive de leurs expériences avec les autres. Surtout la famille. Voyez-vous? Alors, pour une petite niaiserie ici, là, qui se passe, un mot, et c'est là, c'est la kata, là. Voyez-vous? Pourquoi? Ça va chercher toute la charge émotive de la mémoire. Mais ça, ils ne savent pas. Alors, ils ont raison. Puis... Qu'est-ce que vous voulez dire par justement, ils ont raison de ces émotions-là? Ben, ils ont raison parce que ils ont tous deux raison. Dans le sens que... comment je dirais ça? Non? Il y a eu un événement quelconque, la personne a dit ce qu'elle a dit, OK? Qui déclenche le programme. Par exemple, la personne peut parler d'une façon que l'autre personne prend ça comme un rejet, OK? Mais c'est minime ici. Mais la charge émotive, elle est très forte. Alors, l'événement va déclencher le programme, la charge émotive, et là, il va y avoir une amplification. Là. Ça va être disproportionné. Mais la personne qui ne connaît pas la mécanique, elle justifie la disproportion, pas émotive, vibratoire, OK? Elle a raison, dans un sens, mais elle ignore complètement la source de l'amplification. Elle ne sait même pas que c'est amplifié. Elle réagit. Elle blâme l'événement. L'événement étant l'autre personne qui parle, qui la rejette. Voyez-vous? C'est ça la susceptibilité. Voyez-vous? Alors à ce moment-là, elle réagit à la personne, puis l'autre personne, quand elle réagit, la plupart du temps, c'est du rejet, justement, va crier après ou quelque chose. L'autre personne va réagir à ça, puis là, ben, c'est la prise de bec. Les deux ont raison, là, dans le sens que l'action, l'événement, c'est du rejet, mais la réaction est disproportionnée. Les deux ont raison, mais ils ne voient pas le reste du iceberg. Ils voient que le bout du iceberg. Oui, c'est chacun va déclencher. C'est ça de l'inconscience. Oui, les gens sont totalement inconscients de ce qui se passe occultement. C'est ça le problème. Ça leur est occulté. C'est ça l'occulte. Ils ne le voient pas. Ils ne sont pas éveillés à cette réalité-là.
C'est pour ça que des parents ou des gens qui sont éveillés à cette réalité-là vont avoir beaucoup plus de facilité à s'entendre ensemble, à communiquer ensemble. Sans ça, là, c'est une boîte à surprise. Voyez-vous? Même s'il y a une personne qui est éveillée, si l'autre n'est pas éveillé, puis est émotionnel, puis, à ce moment-là, il va se passer... il va y avoir des réactions assez fortes, éventuellement. À cause de la susceptibilité de la personne. Voyez-vous? L'autre personne aussi va être susceptible, mais consciente de la charge émotive qui crée la susceptibilité. C'est différent. Voyez-vous? Donc, on va avoir plus de facilité à contenir cette énergie-là et de s'en servir. Le seul fait qu'elle est consciente, qu'elle est en mesure d'être dans l'intelligence de ce qui se passe occultement, automatiquement, ça transmet l'énergie. Elle n'a pas à contenir psychologiquement. Ça se fait tout seul. Elle est en mesure d'utiliser cette énergie-là pour expliquer, voilà, ou modérer la chose. Pas provoquer l'autre encore plus. Voyons. Se retirer même. Il y a effectivement, vous mentionnez le fait que tous ces mécanismes sont parfois occultés. Il y a aussi, c'est dans la continuité de tout ça, où les personnes vont dire c'est ma sensibilité, c'est ma corde sensible, ils vont s'associer totalement. Ils vont dire je suis comme ça, ou ils vont dire mais tu sais très bien qu'il ne faut pas parler de ce sujet-là parce que tu as fait exprès. C'est ça, s'identifier à la programmation. Les gens sont totalement identifiés à leur personnalité, comme ils appellent, mais c'est comment ils ont été programmés. C'est pas eux qui se sont programmés de cette façon-là, de façon consciente. Ça s'est programmé à travers leurs réactions depuis qu'ils sont jeunes. Les parents étant inconscients, l'enfant va être inconscient de ça, il ne peut pas prendre conscience de ça. Alors, il réagit, ses réactions s'enregistrent, puis that's it. Ça devient la programmation, puis là, il s'identifie à ça, lui, là. Parce que les sentis en conséquence. Les gens s'identifient à leur senti tout le temps. Puis c'est à travers le senti, voyez-vous, qu'ils se font prendre, qu'ils interprètent, etc. Ils croient ça, là. Voyez-vous? Ils croient l'intensité du senti. Parce qu'ils n'ont pas conscience de la provenance, de la charge émotive, justement. L'expérience passée. Ça ne pense pas, cette affaire-là. C'est mécanique. C'est ça que les gens ne réalisent pas. Tu sais, quand ils disent c'est plus fort que moi, c'est ça. Parce que c'est mécanique. Ça ne pense pas. Ça réagit. Point final. Vibratoirement. Il se passe quelque chose, pouf, ça se déclenche. Tout seul. Parce qu'il y a une résonance entre ce qui est vécu ici, l'événement, et la charge émotive, la vibration. Voyez-vous? Quelqu'un vous regarde de travers, puis il y a des gens qui réagissent au bout de ça. Voyez-vous? La charge émotive, justement, cette vibration, elle est expliquée par l'ensemble des expériences accumulées par rapport à cette sensibilité-là? Oui, par rapport au rejet, par rapport à la peur du rejet. Voyez-vous? Peur de l'abandon, peur du rejet. C'est ce qui explique que parfois des personnes vont se mettre à exploser pour quelque chose pour nous qui nous semble minime. C'est ça. Il y a des gens qui vont exploser. Ouais. Parce que la charge émotive est trop forte. Là, il y a une amplification. Vous voyez la différence, mais les autres, ils ne voient pas du tout. Parce qu'ils ne sont pas conscients de la mécanique. Occultement, ce qui se passe. Ils ne sont pas conscients de ça. Les gens s'identifient parfaitement à leur senti. Hey, c'est leur senti. Pas sûr, moi. Dans ce sens, oui, dans un sens, parce qu'ils ont toujours réagi comme ça.
C'est eux qui ont réagi, mais ils ont réagi sous l'influence de leur inconscience. Que ça s'est enregistré parce que la vie fonctionne comme ça, le système fonctionne comme ça. Voyez-vous, là? Fait que sans ça, ça ne s'enregistrerait pas. Voyez-vous? Il n'y aurait pas ce problème-là. Mais ça se fait tout seul, ça. C'est pas l'enfant qui décide d'enregistrer ça, puis de se rappeler, puis de le faire le même. Voyez-vous? Aussitôt qu'il réagit, ça s'enregistre. Tout ce que vous faites dans l'action s'enregistre. Veut pas, ça s'enregistre. Les gens, vous l'avez dit, s'identifient, enfin, croient, marchent et s'associent à 100% à leur ressenti. Mais est-ce que c'est pas, on a un peu parlé de ça brièvement, mais est-ce que c'est pas justement, aujourd'hui, on est totalement dans la civilisation du ressenti, avec je suis offensé, vous me devez ça, en tant que X personne, moi voilà, mon X a beaucoup souffert à telle ou telle époque, donc vous me devez ça. On est totalement dans une époque, on dit de mémoire, mais c'est pas tant la mémoire, c'est toute la charge émotionnelle qu'il y a derrière qui est utilisée derrière. La programmation. Les gens ne le savent pas. Fait que, le senti, ils s'identifient à ça, donc ils interprètent ça. Mais c'est toujours exagéré, c'est toujours amplifié. Toujours. Parce qu'il y a une accumulation, etc., etc., etc. Oui. Ben, parce que, justement, les expériences passées étaient plus intenses que l'expérience présente. Voyez-vous? Donc, dans la programmation, la charge émotive de la mémoire est enregistrée, là. Un programme, c'est ça, c'est l'enregistrement constant de la même genre d'expérience. Alors, aussitôt qu'il se passe quelque chose dans la matière, un événement quelconque, venant d'une personne quelconque, d'une situation, bien, ça déclenche le programme. C'est malgré l'individu, ça. L'individu a l'impression que c'est lui qui capte ça, OK? Mais dans le fond, il capte après que le programme est déclenché. Sans ça, ça ne le dérangerait pas. Il ne le remarquerait même pas. Voyez-vous? Mais vu c'est l'événement, quand il y a un événement comme ça, ça déclenche le programme, puis là, il le ressent. Ah là, il met de l'importance. Il croit. Que ce soit petit comme ça ici, au niveau de l'événement, ici, c'est comme ça. S'il embarque là-dedans et ça devient une émotion, il a raison. L'événement lui donne raison. Pas en fonction de l'amplification, par exemple. Mais pour lui, oui. Parce qu'il ne peut pas voir que c'est amplifié, lui. C'est normal pour lui. Il est susceptible. Voyez-vous? Donc, il réagit à l'événement. Point final. Il a raison. Donc, il vit l'émotion. S'il n'avait pas raison, il ne pourrait pas vivre l'émotion. Vous avez dit juste un peu avant, les expériences passées, de l'accumulation sont plus fortes justement que les expériences présentes. Si vous pouvez aller un peu plus loin par rapport à ça, ça veut dire que c'est quand même pas un effet boule de neige, où il va y avoir une accumulation totale qui va continuer d'avancer face à un présent qui est moins fort d'un point de vue de la programmation, et donc on se fait emporter un peu. Oui, un peu, oui. C'est ça l'amplification. Vous vous faites emporter. Vous ne pouvez pas discerner, faire la différence. Parce que vous êtes habitué à vous identifier à ça. Vous n'avez pas conscience, les gens n'ont pas conscience de la mécanique. Bon, les gens n'ont pas conscience qu'ils ne sont pas responsables de ça. Ils ne sont pas responsables que ce soit programmé de cette façon-là. C'est le système qui est fait comme ça. Ça se programme. Vous réagissez,
ça se programme. Vous réagissez encore, vous avez tendance à réagir de la même façon parce que vous l'avez répété une couple de fois. C'est un apprentissage comme n'importe quel autre. Si vous voulez apprendre quelque chose, passez à l'action, vous allez l'apprendre. Jouer de la guitare, jouer du piano, n'importe quoi. Répétez. Répétez, puis répétez. Regardez, qu'est-ce qu'ils font les chanteurs, les musiciens, ils répètent. Plus ils répètent, plus ils deviennent professionnels. Plus c'est professionnel, plus c'est parfait. Voyez-vous? Ça devient naturel. Dans le sens que ça se fait tout seul. C'est automatique. C'est quoi jouer un instrument ou même chanter? Ça devient automatique. Ils sont automatisés. Les professionnels, les personnes qui vont aux Olympiques sont automatisés à l'os. Ils pratiquent constamment. Pourquoi ils ont besoin de pratiquer? Pour nourrir le programme. Pour ça qu'ils deviennent professionnels ou champions olympiques. C'est ça qui fait la différence entre un champion olympique et un autre. Les gens, ça va loin, là. Les gens peuvent être programmés physiquement, OK, à être plus athlétiques que d'autres. Donc, il y a un avantage. Mais c'est que de la programmation. C'est le fait que leurs ancêtres étaient plus physiques, travaillaient plus physiquement ou whatever. Voyons. Alors, ils ont la génétique en conséquence, donc en plus, ils pratiquent. Voyons. Et là, on en revient effectivement à la famille et même à l'autre vidéo sur la psychogénétique. Du coup, où là, on voit qu'il y a un héritage et qui peut être magnifié, etc. Mais sur cette partie, effectivement, famille, etc., il y a beaucoup de sportifs qui sont des filles ou des fils de champions, donc qui avaient déjà effectivement cette dimension, ce mental, donc ce psychogénétisme qu'ils ont su transmettre. Pas uniquement, hein. Il y en a aussi qui sont entraînés parce qu'ils avaient des dispositions physiques sans pour autant qu'ils aient une ascendance dans ce sens, mais il y a de plus en plus. Ah oui. De plus en plus. Si les parents sont musiciens, par exemple, chanteurs ou musiciens, les enfants vont avoir, ils baignent dans la musique. Les parents sont acteurs, ils baignent là-dedans, ils vont avoir tendance à... Ça va être facile pour eux. Si les parents sont des athlètes, ben à ce moment-là, même s'il y en a seulement un, il va avoir une influence. Il y a une possibilité, c'est possible pour eux. Il y a ça, il y a le facteur mental là-dedans aussi, psychique. Voyons. Un enfant qui baigne dans la musique, parce que ses parents sont musiciens, mais c'est naturel pour lui, il est né là-dedans. C'est possible pour lui. Okay. Il commence à jouer, puis il n'y a pas d'inhibition, il n'y a rien qui l'empêche de croire qu'il ne peut pas faire ça. Voyons. Ou devenir musicien. C'est là on voit effectivement, d'autant plus dans une famille, si vous avez une famille d'acteurs, une famille de musiciens, ou si jamais l'enfant il évolue dans un endroit où il y a de la musique tout le temps, ou si jamais il voit des parents exercer ou pratiquer d'un instrument, c'est vrai que pour lui ça va être normal. Ce qui va être prodigieux pour d'autres. Parce qu'il se programme comme ça. Même si les parents n'ont pas conscience. Ah, c'est bizarre, hein? Lui-ci, musicien. Peut-être génétique, ouais, c'est psychogénétique plutôt. Dans le sens qu'il y a un transfert, là. L'enfant baigne là-dedans. C'est l'action des parents, comment les parents ils sont, qui fait que l'enfant, il naît là-dedans. Facile pour lui, c'est programmé. Il a absorbé ça. Donc c'est possible pour lui, c'est facile. Devient facile pour lui, parce qu'il est déjà programmé. C'est des verrous qu'il n'aura pas comparativement à d'autres, si jamais ils n'ont jamais été exposés à la musique. Ah bah ça va sembler en dehors de ce qu'ils ont connu. C'est ça. Donc, en dehors de leur programmation. Ouais. Pour n'importe quelle forme que ça prend. Et pour des femmes
on va dire, constructives comme destructives. Si jamais malheureusement l'enfant était confronté, je sais pas, à de la violence dans son foyer, il y a plus de prédisposition, et ça on l'a vu même en sociologie, en psychologie classique, on le voit que des enfants qui ont de la violence ou des sévices ont une tendance à reproduire ce qu'ils ont... Parce qu'ils sont programmés comme ça. Ils se programment comme ça, ils voient de la violence. Si le père est violent ou les parents sont violents, ils vont avoir tendance à facilement être violents. Il va imiter. Il va se programmer comme ça. C'est naturel pour lui, c'est normal même. Alors. Alors. Sur cette partie un peu justement famille, et pour revenir un peu à ce que vous aviez présenté au tout début, vous avez dit au tout début que la famille, alors que ce soit une famille dite évoluée ou non, il y a une volonté qui est de se reproduire. Même pour ceux qui vont former des foyers avec des personnes voilà, de la 5e, 6e race, je ne sais plus, il y a une volonté de se reproduire. Là, quand on observe la plupart des pays de l'Occident, il y a justement à l'inverse une natalité qui va plutôt être en chute. Des pays où même c'est des choses où même le gouvernement, les hauts fonctionnaires prennent ça en compte. Je pense notamment au Japon, mais il n'y a pas que cette nation-là. Quelles sont vos explications d'un point de vue multidimensionnel que dans ces pays dits les plus évolués, avec des niveaux de vie supérieurs, il y a cette natalité qui est, elle, une tendance à baisser. Il y a des exceptions. La France en faisait partie pendant un moment, il me semble, je crois qu'elle est redevenue en baisse. Mais de manière globale, il y a une baisse de cette même natalité. Une baisse de cette envie de perdurer en quelque sorte. D'où ça vient du coup ça? Ben, c'est à cause de l'intervention psychologique, à cause que les gens sont trop évolués psychologiquement, justement. Voyez-vous? Plus ils évoluent psychologiquement, plus ça devient aberrant. Vous n'avez pas remarqué ça? Sur la planète. Fait que c'est la même chose pour ça. Là, aujourd'hui, les deux parents travaillent, ce qui n'est pas normal. L'enfant a besoin de ses parents, au moins un parent. Mais les deux, ils travaillent. L'enfant se fait garder, etc. Il développe d'autres programmes de cette façon-là. Voyez-vous? Fait que il y a évolution, mais involutive. Alors, plus ça va évoluer, pire ça va être. Tout va se matérialiser, là. Le pire va se matérialiser. Pourquoi? Pour faire voir, si on peut appeler ça comme ça, pour faire voir que c'est pas comme ça que ça fonctionne. À un moment donné, les personnes vont, ou la société va, individuellement en tout cas, va réaliser que le chemin qui a été pris, c'est pas tout à fait ça. Comment moi je suis arrivé à observer, à évoluer, dans cette m'ajuster, si vous voulez, à la réalité systémique, parce que je voyais que ça ne fonctionnait pas psychologiquement. C'était quelque chose qui manquait. Voyez-vous? Oui, c'est intelligent, mais psychologiquement. Une certaine intelligence là-dedans, mais il manque quelque chose. Voyez-vous? Alors, les gens qui deviennent de plus en plus intelligents psychologiquement, intellectuellement, si vous voulez, c'est pas pour rien qu'ils cherchent à évoluer psychologiquement. Ils essaient de se sécuriser. Mais on ne peut pas se sécuriser comme ça. Voyez-vous? Et ils interviennent psychologiquement dans des choses qui sont naturelles, comme des enfants, faire des enfants, etc. Fait qu'ils interviennent. Ah, je veux pas d'enfants, ou j'en veux un seulement, ou deux, whatever. T'sais? Puis même s'ils en ont deux, ils vont travailler, etc. C'est comme si c'était un objet. Là. Ah oui, j'ai un enfant. J'ai une famille, mais je veux ma liberté quand même de travailler, etc. C'est un peu la mentalité de beaucoup de gens aujourd'hui. Voyez-vous? Qu'est-ce que vous entendez par c'est pas normal, c'est pas aligné avec les lois fondamentales, les mécanismes fondamentaux? Ouais, c'est pas aligné avec la réalité systémique.
dans la réalité systémique, à même la réalité systémique, il y a une façon de fonctionner qui est plus naturelle, qui est plus normale, si vous voulez. Mais le normal systémique et le normal psychologique, c'est complètement différent. Voyez-vous? Ce qui est normal pour les gens, c'est en fonction de de l'influence des concepts anciens. Ce qui est normal pour une personne qui est ajustée à la réalité systémique, c'est pas du tout la même chose. Bon, on ne devrait même pas parler de normalité. Voyez-vous? C'est totalement différent. Il y a des nuances très différentes. Voyez-vous? Tout ça parce que les gens n'ont pas conscience de la mécanique et n'ont pas conscience qu'ils sont beaucoup plus mécanisés, beaucoup plus automatisés qu'ils croient. Voyez-vous? Ils pensent que c'est eux qui décident. Regardez la mentalité humaine aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait à l'environnement? Les gens décident de faire des choses sans tenir compte de la réalité naturelle, systémique de l'environnement. C'est pour ça que l'environnement se détériore. Ça, c'est l'intervention évolutive, psychologique de l'intelligence humaine actuelle. Autrement dit, d'un mental inférieur. Le mental supérieur s'ajuste à la réalité systémique. Pas le choix. Parce qu'il commence à être dans l'intelligence de comment ça fonctionne. Il l'observe, il le voit, il le constate. Voyez-vous? Pourquoi il y a plus de facilité à le constater? Parce qu'il est plus sensible à la souffrance, c'est tout. Les gens qui ne sont pas suffisamment sensibles à la souffrance, ne peuvent pas s'ajuster à la réalité systémique. Plus on a de sensibilité à la souffrance psychologique, plus on s'ajuste. On n'a pas le choix. Et les gens qui n'ont pas suffisamment de sensibilité à la souffrance, ils ont beaucoup de difficultés à s'ajuster. Il y a toutes sortes de raisons pour ça. Là. Ça fait partie de l'influence de leur environnement. Puis des différentes générations avant eux. Ils sont bourrés de concepts, toutes sortes de choses, toutes sortes de résistances. Jusqu'à temps que ça pète, ça casse. La réalité systémique s'impose. On fonctionne avec ça. On fonctionne à l'intérieur de ça. On fait partie de ça. Mais là, il y a des aberrations dans le sens que l'être humain croit que psychologiquement, là, il est dans son intelligence. Il n'est pas encore dans son intelligence, il a une certaine intelligence, mais il a développé les capacités, mais il n'est pas ajusté à la réalité encore. Très difficile à saisir pour l'être humain, ça. Puis ça va se faire d'une façon individuelle, c'est évident. Ça ne peut pas se faire en masse, ça. Énorme résistance à ça, à la réalité systémique. L'influence est tellement grande. Comme Bernard disait, c'est un tour de force de s'ajuster à la réalité systémique. Un tour de force évolué, réellement évolué. À cause de tous les concepts et l'influence des autres qui vous empêchent, si vous, vous succombez à tout ça. Ouais. Voyez-vous l'affaire de la solitude, l'affaire de l'individualité, l'affaire de prendre la responsabilité de soi. D'être seul. C'est ça, être seul. C'est ne plus être influencé par
cette condition, justement, involutive.